L'indépendance politique n'a de sens que s'il y existe une indépendance économique. Ainsi disait Kwame Nkrumah. C'est aussi là le fil conducteur qui nous permet de pouvoir poser le contexte de cet échange politique qui se veut économique, mais pas que économique, mais aussi social autour des questions d'actualité concernant l'Afrique et la grande Chine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Caféine, le podcast de Caféine qui permet notamment de pouvoir éventrer les questions d'actualité, de pouvoir en parler autour d'un café. C'est un café du savoir et un café de l'intelligence. Mon invité du jour est Monsieur Patrice Ndiassé. Il a écrit le petit manuel africain de guerre économique que voici et qui est paru très récemment aux éditions Décoloniser les esprits. Oui, effectivement, nous allons décoloniser les esprits. Patrice Ndiassé, bonjour. Bonjour Marvin, je te remercie pour cette invitation, pour cette ouverture sur ton podcast Caféine. Et effectivement, vu les actualités qu'on a en ce moment, il était vraiment important et nécessaire qu'effectivement je puisse effectivement aussi vous apporter les éléments de décryptage grâce à cet ouvrage que j'ai ouvert, enfin que j'ai fait paraître en début d'année. Parfait. Ce petit manuel va être le trait d'union de notre échange. Tout à fait. Notamment à travers les grandes questions africaines, notamment à travers aussi le lien qui existe entre la Chine et l'Afrique tout au long de ces dernières années, qui a permis à certains pays africains de sortir d'un certain cadre établi avec certains pays occidentaux. Mais d'entrée de jeu, Patrice Ndiassé, c'est quoi décoloniser les esprits? Alors, décoloniser les esprits, c'est tout un concept, on va dire, que j'ai mis en place. Décoloniser les esprits, c'est mon agence d'édition, d'accord, que j'ai créé par moi-même, déjà pour pouvoir sortir cet ouvrage. Mais c'était aussi avant un podcast aussi que moi j'éditais aussi, qui s'appelait aussi le Petit traité africain de guerre économique, qui a précédé en fait les ouvrages. C'est-à-dire qu'effectivement j'ai été de manière un peu graduelle. D'abord je rédige beaucoup sur Facebook. C'est là où je me suis fait beaucoup remarquer. J'ai beaucoup d'éditos que je faisais un peu chaque jour, où un peu je donnais mon avis sur l'actualité plutôt géopolitique. Moi, je suis plutôt centré sur la géopolitique plus que le Congo, mais vraiment géopolitique, politique, géostratégie, tout ce qui peut mettre en avant le continent africain dans une approche et une vision un peu panafricaine, mais que j'appellerais panafricanisme économique. Donc, pas forcément sur le côté politique. Moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de comprendre ce qui a fait que l'Afrique a eu à un moment donné à mettre le genou à terre, et comment maintenant on peut le relever et de quelle manière, et voilà. Et s'il fallait parler des relations entre la Chine et l'Afrique de nos jours, parce que l'Afrique c'est tout un continent constitué de plusieurs pays africains qui ont chacun notamment un processus différent des uns des autres, mais qu'en est-il aujourd'hui? Quel est l'aperçu que vous faites en fait? Le constat à ce jour, après peut-être une soixantaine d'années et de coopération, quel est le constat de la coopération qui existe à ce jour entre l'Afrique et la Chine? Alors, la Chine, c'est vrai que la Chine, c'est un sujet qui est devenu récemment, on va dire, à la mode, mais la relation avec la Chine, entre la Chine et l'Afrique, elle remonte à plusieurs millénaires. On retrouve encore... on retrouve des porcelaines, on retrouve pas mal de bijoux qui ont été extraits en Afrique et qu'on retrouve en Chine. Donc, il y a toujours une relation commerciale avec la Chine. Bien sûr, avec les colonisations, avec les razzias négrières, cette relation s'est un peu estompée, voire rompue, surtout pendant la partie coloniale, où tout le monde était un peu affairé, ou en tout cas en train de se débattre pour pouvoir sortir du joug occidental. Et effectivement, les relations ont repris après les années 60, 1960, puisque maintenant on est dans les années 2000, mais après les années 60, où le parti communiste s'est organisé.
Et il y a eu cette volonté après, dans une nécessité de recouvrer une certaine fraternité qui avait été un peu brisée, donc de retravailler ensemble et de reconstituer des liens forts avec la Chine. Et c'est vrai que ça s'est fait de manière progressive. Donc dans les années 80, même 60, c'est vrai que la Chine était encore très très pauvre, on va dire. Oui. Ils étaient même au niveau de certains pays africains en termes d'économie. Et effectivement, il y a eu ce besoin de se dire bon, on va se relever ensemble. Donc il y a eu dans les années 80, années 90, il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont mis ensemble. L'Afrique a vu qu'il y avait une opportunité à saisir. faire. Voilà. Et c'est surtout à partir de 2000, et c'est là, à partir de là, que je démarre mes ouvrages, où en fait, il y a ce forum qui s'appelle le FOCAC, ou le forum économique de coopération entre l'Afrique et la Chine, qui a permis en fait d'établir et de consolider les liens, surtout en termes de partage, en termes de mise en œuvre commune, d'infrastructures qui sont mises en place, mais tout ça dans un projet global tenu par les Chinois et surtout par Xi Jinping, qui est vraiment la route de la soie, où tout est construit autour de cela. Alors, le terme le plus phare, c'est la guerre économique. Bien sûr. Comment concevoir ou comprendre la guerre économique d'un point de vue des pays africains ou des grandes nations telles que la Chine, les États-Unis et l'Occident, qui ont quelquefois des puissances asymétriques? Est-ce qu'on parle ici d'une guerre purement économique ou plutôt une guerre qui est liée aussi à d'autres notions telles que le numérique, le digital ou d'autres notions? Alors, pareillement comme les relations avec la Chine, c'est vrai que le terme de guerre économique, pour certains, apparaît comme quelque chose d'assez nouveau. La relation qu'a toujours eu l'Afrique, enfin en tout cas qu'a eu récemment sur les 500 dernières années l'Afrique avec l'Occident, c'est vraiment un rapport économique. Quand on parle de razzia négrière, on parle d'économie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces échanges triangulaires des personnes qui sont capturées et qui sont revendues, donc il y a déjà une économie. Tout se fait sous l'égide ou sous la conduite de l'économie, à chaque fois, que ce soit la colonisation. Quand les colonies se développent sur le continent africain, c'est aussi à cause de l'économie. Donc cette guerre économique, elle n'a pas commencé dans les années 2000, c'est quelque chose qui a quelque part commencé dès lors que l'Occident a rencontré l'Afrique et a voulu effectivement trouver une issue à tout ce qu'elle mettait en œuvre ou tout ce qu'elle rencontrait avec l'Afrique. Donc gagner de l'argent avec effectivement cette force vive que l'Afrique pouvait offrir, et ensuite avec les matières premières. Donc c'est pour ça que ce mot de guerre économique, il est vraiment il sort de l'actualité, il est vraiment historique. Notre rencontre avec l'Occident, c'est une guerre économique qui dure maintenant depuis 500 ans. 500 ans. Alors, d'un point de vue africain, de l'autre côté, parlons des nations africaines, qu'est-ce qui permet notamment à un pays africain aujourd'hui de pouvoir se dire « Tiens, je suis gagnant de cette coopération tout au long de ces années ». Est-ce que vous avez des exemples concrets de certains pays africains qui estiment qu'avec des éléments concrets, des indicateurs, qui estiment aujourd'hui notamment qu'ils s'en sortent et qu'ils ont largement profité de cette coopération? Alors là, tu parles effectivement de la relation qu'entretient l'Afrique et la Chine, donc qui a démarré dans les années 2000 de manière un peu plus formelle avec le FOCAC. Et c'est pour ça que suite à en fait, il faut expliquer, le FOCAC, c'est un événement qui a lieu tous les 3 ans. Au début, c'était surtout des rencontres de ministres économiques. Et depuis 2016, à peu près, 2016-2018, c'est devenu un sommet. C'est devenu un sommet économique où là, ça va au-delà des ministres. Et il y a vraiment aussi les présidents, il y a tout le monde. C'est un grand messe où vraiment tous les pays africains se rencontrent à Pékin ou à Beijing, ça dépend. Enfin, à Pékin, à Beijing, c'est la même chose, mais enfin, en tout cas, soit à Shanghai ou soit à Pékin. L'idée, effectivement, c'est d'écrire un carnet de route. Un carnet de route
qui tourne autour de ce qui manque. Il y a toute une liste de points à travailler qui sont vus avec les Africains et les pays et la Chine. C'est 54 pays que l'Afrique, enfin que la Chine doit entre guillemets gérer. Donc effectivement, il y a quelque chose aussi qui est très compliqué parce qu'on est sur 54 pays qui ont chacune leurs attentes, qui ont aussi leur direction et leur politique, réalité, bien évidemment. leur réalité. Et donc pour eux, c'est un vrai casse-tête effectivement de pouvoir effectivement trouver un juste milieu. Donc effectivement, c'est du cas par cas pour chaque pays. Et moi, dans mon idée, par rapport au dernier FOCAC, donc il y a eu en 2024, où j'ai vu une attitude un peu c'est ce qui vraiment qui m'a donné envie de réaliser ces livres pour faire mieux connaître le FOCAC, les potentialités, montrer ce qui a été fait. Et donc, mes 3 livres, parce que là, il n'y en a que le premier, c'est de lister tout ce qui a été réalisé et tout ce qui a été mis en œuvre par la Chine sur le continent africain. Il y a des chiffres qui sont beaucoup plus précis, je ne les ai pas forcément tous en tête, mais il y a énormément d'infrastructures qui ont été mises en place. Il y a au-delà des infrastructures, il y a aussi des collaborations scientifiques, il y a des collaborations en termes de formation. Il y a effectivement des techniciens ou des ingénieurs chinois qui viennent aussi en Afrique pour pouvoir former et développer des économies. Dans l'idée, c'est de rendre les Africains autonomes et arriver effectivement à terme à pouvoir s'industrialiser. Donc il y a aussi il y a de la bonne volonté du côté de la Chine, mais il faut aussi qu'il y ait de la bonne volonté du côté de l'Afrique. Et effectivement, pour finir, c'est aussi pour ça que j'ai réalisé ces livres, c'est que j'avais besoin que l'on change un peu cette image qu'on avait de la Chine, c'est-à-dire qu'on a un peu une vision un peu biaisée de la Chine, alors qu'elle vient en tant que partenaire, en tant que collaborateur et en tant qu'apporteur de solutions, puisqu'elle est passée par le même chemin que nous. Il y a 60 ans, la Chine n'était pas ce qu'elle était. Elle était aussi pauvre. Il y a aussi des problèmes en termes d'agriculture. Voilà, c'est une population qui est assez dense. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir effectivement se mettre à niveau et pour pouvoir maintenant sortir de la pauvreté, puisqu'ils ont déclaré en 2024 que la Chine était sortie de la pauvreté, en tout cas pour un grand nombre de Chinois. Alors, je suppose que pour les pays africains, la perception de cette coopération pour les pays africains, c'est aussi sortir totalement de la décolonisation mentale. Quelle est la place que vous apportez, vous, que vous réservez dans votre ouvrage, notamment à la décolonisation des esprits, mais la partie psychologique, notamment des pays africains? Quelle est la place que vous réservez à cela? Alors là, effectivement, la décolonisation mentale, elle n'est pas que chinoise. Il y a comme tout ce passé colonial sur lequel il y a un gros travail à faire. On est très attaché on va dire, aux langues, en tout cas, qui nous rattachent aux colons. Et donc, enfin, l'ancien colon. Et donc, voilà, c'est un poids sur notre émancipation, ou en tout cas même au retour de notre leadership culturel, puisque c'est vraiment quelque chose à la mode. Et c'est vrai que quand la Chine est arrivée sur l'Afrique, même la Russie, il y a une phrase qui revient assez souvent, c'est « on ne veut pas quitter un colon pour aller vers un autre », alors qu'on est vraiment sur 2 fonctionnements qui sont vraiment très, très différents. Là, on est vraiment sur du collaboratif. On essaie, voilà, on vous apporte des connaissances, on vous apporte de l'infrastructure. Voilà, donc bien sûr, ça ne se fait pas gratuitement, mais il y a quand même une volonté d'apporter des solutions techniques et technologiques sur le continent africain. Et des échanges, il faut savoir qu'il y a tout un créneau, il y a tout il y a beaucoup de facilités qui sont mises en place pour que les Africains puissent aller étudier en Chine, sachant qu'en Chine, on a quand même les meilleures universités du monde qui s'y trouvent. En parlant du forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC, il ressort notamment de la dernière rencontre que voilà, on travaille sur des signaux, le recentrage, on va le dire ici, de certains aspects, notamment investir sur moins des méga infrastructures, notamment. Est-ce que là, on ne ressent pas plutôt une défaillance sur la façon de faire des pays africains qui ont bénéficié
depuis, depuis ces dernières années des financements, des fonds. Alors, effectivement, c'est ce que je déplore ou ce que déplorent aussi peut-être les autorités chinoises, c'est que ils commencent à avoir un peu de lassitude dans le traitement ou en tout cas dans le suivi ou en tout cas dans la mise en œuvre de ce qui est mis en place. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais on a l'impression que le continent africain, en tout cas les gouvernements, ont du mal à suivre. Ils sont vraiment à la traîne. Ils sont pas porteurs. Ils sont pas. À quoi est-ce que cela est dû concrètement? Alors, je pense qu'il y a une problème de gouvernance. Il y a ce mot de gouvernance, mais je pense qu'il y a un problème de culture d'entreprise, de culture en termes d'administratif. Il y a un problème de culture en termes de responsabilité, parce que c'est vrai que quand on parle de gouvernance, on parle souvent de nos présidents, d'accord? Mais c'est vrai que le président, on va dire qu'il impulse une certaine dynamique. Mais il faut une certaine discipline quand même de nos administrations, il faut une certaine rigueur. Il faut savoir que la Chine, c'est une administration qui est très puissante, c'est une administration qui est très lourde, mais qui est vraiment très efficace, qui est vraiment très proche de l'entrepreneuriat. Ce que nous, on n'a pas réussi encore à mettre en Afrique. Est-ce dire que chez nous, la gouvernance est un mythe? Parce que vous, dans la peau d'un entrepreneur, si vous étiez un chef d'État, être un chef d'État, c'est être à la tête d'une institution qui est l'État. C'est un peu comme vous êtes entrepreneur. Si vous n'impulsez pas la bonne politique, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, si vous n'arrivez pas notamment à sanctionner, je suppose qu'on aura les mêmes résultats qu'aujourd'hui. En fait, moi, je pense que l'un des problèmes que l'on rencontre sur le continent africain, en tout cas dans la partie francophone, puisque c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est celle dans laquelle on est issu, c'est qu'il y a une vraie fracture entre les entrepreneurs, entre la partie économique. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, je parle beaucoup de géopolitique, et vraiment nos administrations qui ont un peu complètement décroché et qui n'ont pas compris que la vraie force de ces pays du Nord, ou même que ce soit en tout cas l'Asie, c'est qu'ils doivent travailler de manière conjointe avec leurs entrepreneurs. On a pris cette facilité de plutôt appeler des gens de l'extérieur, on va dire ils appellent ça des investisseurs, pour pouvoir faire le travail que nous-mêmes, nous pourrions faire, au lieu effectivement de porter nos économies et nos entrepreneurs. Le secret de la Chine, c'est que l'État est très investi dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que derrière chaque entrepreneur, entre guillemets, on peut dire que l'État chinois est présent. Alors bien sûr, elle est présente, ce n'est pas que de l'argent qu'on donne, parce qu'il y a aussi quelque chose que des fois qui va nous manquer. C'est vrai qu'en Afrique, on va te demander de l'argent. Oui, je donne de l'argent pour créer mon entreprise et compagnie. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la culture de la rentabilité, de la compétitivité, de l'excellence. Donc, il y a aussi quand même un niveau d'exigence qui est demandé tant par l'entrepreneur que par l'État. Et je pense que c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire qu'effectivement, nos États, des fois, manquent au rendez-vous. Mais derrière, on a aussi des entrepreneurs qui ne sont pas aussi rigoureux et pas aussi compétitifs qu'ils devraient. Vous êtes entrepreneur, vous avez un parcours, vous avez créé une boisson Divuba. Tout à fait. Il y a quelques années de cela. Où en êtes-vous avec ce projet? Quelles sont les réalités que vous avez rencontrées, vous, sur le terrain, d'un point de vue fiscal, entrepreneurial, légal et autres? Alors, Divuba, ça a été vraiment le déclic. Ça a été vraiment le baptême du feu, on peut dire. Pour un peu remettre le contexte, en 2014, donc je rencontre un économiste camerounais, Jean-Paul Pougala, j'aime bien le citer, même si des fois il n'aime pas qu'on le nomme, mais voilà, Jean-Paul Pougala, qui a lancé un programme qui s'appelait le Rivindaf. Le Rivindaf, c'était quoi? Réinventer les industriels de demain, les industriels africains de demain. Et dans l'idée, c'était de nous inciter effectivement à produire sur le continent africain. Effectivement, ça a pris. On était vraiment un nombre d'étudiants qui étaient très motivés. Et donc, cette formation passait aussi par un voyage en Chine. En 2014, c'est comme ça que je découvre la Chine
et que en fait, je vois que de ce que je savais de la Chine quand j'étais en Europe et de ce que je vois quand j'arrive en Chine, il n'y a rien à voir. Et vraiment, je me prends vraiment une gifle. Au-delà de ça, c'est que l'intérêt d'aller en Chine, c'était aussi de pouvoir ramener maintenant des outils, ramener des machines, puisque en fait là-bas, l'industrie, c'est quelque chose qui le rend accessible, en tout cas en proposant des chaînes de production très accessibles. Donc l'idée pour nous, ça, avec trois de mes collaborateurs, on va dire étudiants avec qui j'ai fait cette formation, nous sommes partis effectivement au Congo-Brazzaville, dans la petite localité d'Nkayi, qui est une ville sucrière. Sucrière, c'est-à-dire qu'en fait, on y produit de la canne à sucre. Donc pour moi, déjà, ça a été pour moi aussi une grande découverte, parce que je ne savais même pas qu'on produisait de la canne à sucre au Congo. Quand j'y suis allé, j'ai retrouvé une ambiance que j'ai connue quand j'étais jeune, puisque j'ai aussi des origines antillaises. Et donc, de ces origines-là, j'ai eu à côtoyer effectivement des champs de canne à perte de vue. Et donc, on a lancé ce projet de boisson sur 6 mois. J'ai pu voir toutes les difficultés que rencontre l'entrepreneur une fois qu'il est sur place, c'est-à-dire le problème d'emballage, le problème d'approvisionnement, effectivement, tout un tas de problèmes, entre guillemets, qui sont formateurs, mais qui ont vu les limites de mon projet. Accès à l'électricité. L'accès, oui, tout à fait. Le numérique. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça tombait à la période où il y avait un référendum au Congo. Et donc, pendant 3 semaines, on n'a pas eu de courant électrique. On a eu aussi pas de data. On avait le téléphone, mais pas de data. Donc, soi-disant, il y avait un technicien qui avait été agressé. Et donc, voilà. Et donc j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça en live. C'est très formateur, mais c'est vrai que bon, quand je suis reparti, je suis un peu reparti, pas forcément déçu, mais avec l'idée que j'allais le développer vraiment de manière différente. Quand je suis arrivé en France, n'ayant pas forcément la canne à sucre à disposition, j'ai fait évoluer le produit. Et donc, on a produit du bissap, gingembre. Et puis le troisième, alors je ne me rappelle plus, c'était je ne me rappelle plus. C'était Matondo, Mukondo, enfin bon, bref. Le tondolo, les matondo, oui, effectivement. Voilà, exactement. Bon, bref. Les fruits exotiques. Voilà, en tout cas, c'était trois boissons et que j'ai fait durer à peu près 1-2 ans et que j'ai un peu arrêté parce qu'effectivement, j'avais encore voilà, en termes de normes, c'est vrai que autant, effectivement, et ça, c'est l'avantage qu'on a en Afrique, c'est qu'on a plus de souplesse pour pouvoir développer des produits. Ici, en France, il y a des normes dans tous les sens, surtout des normes sanitaires, des normes il faut déclarer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas arriver à un certain niveau, qu'on ne peut plus faire, voilà, surtout quand on voulait passer à une grande étape, c'est-à-dire vendre nos produits dans les supermarchés. Donc là, c'est effectivement, en termes de volume, ça demande des frais, il faut passer par des usines. Donc voilà, donc là, j'étais un peu freiné par l'investissement qu'il fallait après. Et s'il fallait dire un petit mot, une expérience personnelle, vis-à-vis d'un jeune entrepreneur qui vous regarde aujourd'hui, un jeune entrepreneur congolais peut-être qui n'a pas les mêmes chances que vous, hein, vous êtes ici encore, mais qui est au Congo et qui se cherche notamment, ce serait lequel? En un seul point. En un seul point. Moi, effectivement, j'encourage quand même l'entrepreneuriat sur le continent africain. Après, il ne faut pas que ça devienne de l'auto-emploi parce qu'effectivement, on part dans une autre posture. Justement, je suis en train de développer vraiment pas une technique, mais enfin quelque chose que je pense qu'on devra développer sur le continent africain, ce que j'appelle l'économie rhizomique. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on arrive à développer des spécialités par zone, par village, tout à fait. et faire en sorte qu'on arrive à développer ce qu'on appelle des coopératives.
Je pense que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'on oublie, ce concept de faire les choses toutes seules. C'est vrai qu'au pays, il y a l'esprit de débrouillard. Hein. C'est quoi? C'est le code. Non, c'est la loi 14. Comment on appelle ça? La loi 15. La loi 15. L'article 15. L'article 15, pardon. Oui. Donc l'article 15, c'est la débrouille. Mais la débrouille a ses limites. À ses limites. Si maintenant on veut créer des entreprises et si on veut peser de manière internationale, c'est arriver à travailler de manière collective. Moi, je pense beaucoup que chaque village peut avoir peut se débrouiller pour pouvoir effectivement que tout le village spécialisé ou mettre en avant notamment. Voilà, c'est-à-dire qu'un village peut dire voilà, moi je développe par exemple que la mangue. Et effectivement, à ce moment-là, on produit des tonnes de mangue, on le transforme parce que c'est très facile de faire de la mangue séchée. On peut faire du concentré de mangue. On peut faire énormément de choses. Et à partir de là, on remonte à la capitale, soit Pointe-Noire ou soit Brazzaville. Et à partir de là, on peut vendre ça peut-être sur de la grande distribution. Mais effectivement, un jeune, il doit d'abord chercher à travailler ensemble, donc à monter des équipes et à faire quelque chose de collectif. En parlant des atouts de chaque région, le Congo a expérimenté une politique qui est celle de la municipalisation accélérée, qui malheureusement était plutôt concentrée sur des infrastructures, des stades, des palais présidentiels, des voiries, des travaux de voirie. Mais moi, j'aimerais poser la question, est-ce que quelque part, les pays africains, ce n'est pas comme des enfants gâtés? Parce qu'ils bénéficiaient notamment d'une montée économique, notamment, avec une entrée financière massive. Et puis finalement, on n'a pas su rentabiliser, on n'a pas su investir, quoique l'on parle souvent de diversification économique. Et puis quelque part, les gouvernements africains ont toujours donné tort ou accusé notamment des événements extérieurs à la crise, quand la crise arrive, ou notamment à la dette. Parlons un peu de la dette. Cette fameuse dette qui est devenue notamment le slogan des États africains, d'une part, et de l'autre. On a aussi des mouvements d'éveil qui viennent de voir le jour depuis ces dernières années. Ici, je fais un clin d'œil à Kémy Séba, par exemple, qui soulève le problème du franc CFA. Alors, entre la dette et le franc CFA, comment est-ce que vous situez votre livre, vous? Où est-ce que vous les situez? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans la même question. De toute manière, mon livre se place vraiment dans le sujet de la dette ou du franc CFA en termes de facilitateur ou de facilitation. Alors, le premier sujet que tu as évoqué, c'est par rapport, enfants gâtés. Alors, c'est vrai que... Avec la municipalisation. Voilà, les municipalisations. Moi, quand je suis arrivé en 2015, ça se terminait. Nkayi devait être la dernière ville, justement, à être municipalisée. Et effectivement, pourquoi on en est venu à la municipalisation? Parce qu'on devait effectivement améliorer les infrastructures. En 2015, quand j'arrive, la N1, donc la voie qui relie Pointe-Noire à Brazzaville, vient d'être terminée. Et du coup, on s'aperçoit que des trajets qu'on faisait peut-être avant en 15 heures, 20 heures, ou peut-être même en 3 jours, se font maintenant en 6 heures. Donc, c'était la municipalisation qui a dû être impulsée par la Chine, j'en suis sûr. C'était surtout pour améliorer ce qu'on appelle la circulation et améliorer aussi, puisqu'il y avait des hôpitaux qui devaient être faits, il y a des aéroports qui devaient être développés. Construit, voilà, c'était apporter plus de confort pour les gens et de la circulation. Ce qui a été fait après, d'ailleurs, il y a aussi le beau stade de Kinkele aussi qui avait été réalisé aussi pour c'était la coupe, c'était qu'on appelle les ça Jeux africains. Voilà, les Jeux olympiques africains, enfin les Jeux africains, je ne sais pas si c'était olympique. Les Jeux africains. Mais enfin, en tout cas, c'était des Jeux. Effectivement, donc, c'est vraiment une soucoupe volante, vraiment quelque chose de magnifique. Mais on est retombé dans nos travers, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas transformé, on ne s'est pas créé de valeur. Et ça, c'est vraiment le défaut majeur qu'on a sur le continent africain. Nous ne savons pas
apporter de la valeur à ce qu'on a. C'est pour ça qu'on est dans une économie, on va dire, de rente, où en fait, on prend de la terre et on balance, que ce soit en Asie ou en Europe, mais on ne sait pas transformer, on ne sait pas donner de la valeur aux choses. Donc c'est vrai que cette dette-là, finalement, elle est issue de ça, parce qu'on paye des infrastructures, on paye un certain nombre de choses, mais derrière, on ne sait pas les rentabiliser, on ne sait pas les utiliser, on ne sait pas quoi en faire. Par exemple, c'est un débat que j'ai souvent avec un certain nombre d'amis. On a un super stade on a eu des super stades. Enfin, en tout cas, il y a sur les Quintélé, mais il y a aussi un certain nombre de stades qui aujourd'hui sont devenus un poids. Qui sont devenus un poids, puisque le président demande qu'on lui fasse un rapport de leur utilisation. Mais c'est parce que derrière, il n'y a rien qui a été fait. Il y a pas de, on n'a pas créé de coupe, peut-être, enfin de tournois nationaux qui peuvent effectivement déjà apporter qui peuvent faire qu'ils soient utilisés. Après, qui peuvent aussi amener le fait que il y aura de la pub, il y aura de l'animation, il y aura plein de choses. Donc, et puis les stades, ils peuvent être aussi utilisés comme endroit où on peut diffuser de la musique, on peut faire des spectacles. De la promotion culturelle. La promotion culturelle. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, mais comme on ne nous donne pas forcément les clés, comme on ne nous dit pas comment utiliser les choses, les choses dorment et il n'y a rien qui se passe. Patrice Ndiassé, si vous étiez devant la Commission de l'Union africaine, devant les chefs d'État africains, en 5 points. En 5 points. Exactement. Parce qu'on n'a plus de temps. En 5 points. Quelles seraient vos recommandations? Alors, mes recommandations, en 5 points. Alors, comme ça, effectivement, de manière abrupte, moi, je dirais que déjà, toutes celles qui sont inscrites avec le FOCAC, déjà, je trouve que le FOCAC a fait un très, très bon travail. Eux, ils sont sur 8 points, je ne me rappelle plus tous, mais c'est vraiment sur la santé, la santé, l'infrastructure, l'éducation, c'est un peu tout ça. Pour moi déjà, l'une des recommandations, la première, c'est de bien choisir nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a des partenaires qui veulent faire des choses avec nous, qu'on fasse des choses avec eux, mais qu'on n'attende pas. C'est-à-dire que moi, la technique de la main tendue, où on est toujours en train de quémander, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup de l'Afrique, alors que l'Afrique a beaucoup apporté en Afrique et dans le monde entier. Donc, nous aussi, en tant qu'Africains, on peut aussi aller investir en Chine. Pourquoi on n'investit pas en Chine? L'échange, il peut y avoir des échanges aussi intellectuels et puis techniques. Donc, on doit être vraiment dans l'échange et pas seulement être dans l'attente. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, il faut que maintenant, on se réveille et qu'on dise, voilà ce que la Chine aimerait qu'on fasse, ou d'autres partenaires. Qu'est-ce que nous, on peut apporter? Qu'est-ce que nous, on peut voilà, comment on peut contribuer à cette démarche? Bien sûr, après, bien sûr, la jeunesse. On a une jeunesse qui est vraiment fantastique. Mais en termes d'éducation, on a une éducation qui n'est pas en marge, ou en tout cas qui ne va pas dans le sens du monde, on va dire. On est dans un monde qui devient de plus en plus technique, qui devient de plus en plus technologique. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de plus de gens techniques sur le continent africain. On a formé trop de littéraires, trop de comptables, voilà. Il nous faut des gens qui soient capables d'être autonomes. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que près de 20 ans après, pour le pétrole, on soit encore obligé d'attendre après Total. Il faudrait que maintenant, on puisse nous-mêmes développer des technologies, peut-être pour pouvoir extraire nous-mêmes notre pétrole et produire de l'énergie, puisqu'on a zéro énergie sur le pays. Troisième point. L'autonomie, chercher l'autonomie, c'est vrai qu'il y a l'autonomie, il y a la souveraineté. La souveraineté. Et c'est vrai que, ça c'est les trois et quatrième points. Et c'est vrai que le cinquième point, c'est la monnaie. La monnaie. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de monnaie. Mais la monnaie, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. On le voit avec l'AES, tout le monde leur demande, oui, mais quand est-ce qu'ils vont sortir? Et c'est là qu'on se rend compte que la monnaie, au-delà de ses fonctions, on va dire, régaliennes, c'est quelque chose de très technique. Il y a besoin aussi de pouvoir l'intégrer dans un monde, dans un monde qui est déjà, on va dire, très, très fermé. Donc cette monnaie, il y a besoin de mieux comprendre la monnaie, de mieux l'utiliser, mais surtout l'utiliser
pour pouvoir développer notre pays, notre continent. On arrive quasiment à la fin de cette première partie, Oui. ce premier épisode de ce podcast. Si vous aviez un mot à l'encontre de la jeunesse congolaise, du jeune africain, actuellement où le monde est en train de bouger, où l'on renégocie les échanges commerciaux, les accords commerciaux entre les différents États, et que l'on se pose la question de savoir quelle est la place de l'Afrique finalement, quelle est la posture de l'Afrique, ce serait lequel? Rapidement, en une seule minute. Alors, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que notre jeunesse doit s'ouvrir sur le monde. C'est vrai qu'elle est déjà ouverte vers le monde, qu'elle n'hésite pas aussi à regarder vers la Chine pour aller vite. Hein. La Chine, c'est comme la Chine, je parle de la Chine, mais je parle de l'Asie, qui représente plus de la moitié du monde, enfin en tout cas en termes de population, en termes de technique, c'est-à-dire qu'en termes de technique, ils ont beaucoup avancé, en termes de beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ce qui nous faisait rêver il y a peut-être 20 ans en Europe, on le retrouve de manière beaucoup plus accessible sur la Chine. Donc, s'intéresser à ce qu'a fait la Chine, comment elle l'a fait, parce que ce qu'elle a fait, nous aussi, on peut le faire. Voilà. Nous parlions de bataille, mais nous ne parlions pas des batailles des armes. Nous ne parlions pas des balles. Nous parlions des batailles d'économie, de finances, une bataille de données numériques et digitales. Nous parlions des batailles de l'entrepreneuriat. Nous parlions des défis du continent africain qui permettent au continent de pouvoir se positionner. Parce qu'actuellement, il y a une course effrénée contre les ressources humaines, il y a une course contre les compétences, notamment, et à travers le pouvoir. L'on parle de pouvoir et de puissance, mesdames et messieurs. Est-ce que l'Afrique n'est pas plutôt un allié mal jaugé? Plutôt, j'allais dire, la Chine n'est-elle pas un allié mal jaugé et l'Afrique plutôt un allié mal jugé? Telle est la question. Ce n'est que le début de ce premier épisode du podcast avec Patrice Nziassé qui vient de nous produire le petit manuel de guerre, le petit manuel africain de guerre économique. Tout à fait. Un livre que je vous recommande pleinement. Nous reviendrons dans d'autres épisodes afin de parler des questions purement économiques, de questions purement liées au franc CFA et à la dette. Mais pour aujourd'hui, c'était le premier numéro. Patrice Nziassé, merci beaucoup d'avoir été le premier invité dans ce podcast. Je te remercie énormément. De toute façon, nous reviendrons dans un deuxième numéro en parlant toujours de ce beau manuel que vous venez d'offrir à la postérité, pour ne pas dire au continent africain et notamment au monde entier. Merci beaucoup. Je te remercie.